Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, un invité, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, merci Guy d'avoir accepté notre invitation. Je te passe la parole. Bonsoir mes frères et sœurs AA. Mon nom est Guy et je suis sans aucun doute un alcoolique. J'ai bien entendu, Lynn, quand tu as mentionné que la seule condition pour être membre des AA, c'est le désir d'arrêter de boire. Ben, c'est mon cas. Alors, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Je vais commencer par vous donner un peu mon statut alcoolique. Ma date de sobriété est le 31 janvier 2011. Ma date d'entrée dans le mouvement des AA est le 2 décembre 1985. Alors, il y a eu deux versions du livre qui ont été écrites, dont une qui est notre méthode. Puis moi, j'ai écrit ma propre version après une rechute, après de nombreuses années dans les AA, de ma méthode. Et c'est sur ça que je vais parler ce soir. J'ai un parrain dans les AA, et puis j'ai un groupe d'attache qui s'appelle Brothers in Recovery. On se rencontre 2 fois par semaine, une fois en présentiel et une fois online, le lundi et le mercredi soir. Donc vous êtes invités à venir nous rejoindre. Si vous parlez l'anglais, même si vous parlez pas l'anglais, vous êtes les bienvenus parce que vous allez nous comprendre, étant alcoolique. J'ai des fioles et j'ai passé à la méthode américaine qui est devenue canadienne et québécoise aussi dernièrement, je dirais. C'est que j'ai passé à travers le gros livre avec un parrain, Big Book Mucking. Alors, les 103 premières pages en anglais, je lis en anglais, racontent ma vie. Et c'est intéressant, mais chaque fois que je lis les 103 pages avec un fiel, basé sur ce qui s'est passé cette journée-là, j'ai une nouvelle expérience du livre. Parce qu'elle est teintée par la couleur de ma journée à ce moment-là ou mon expérience la journée d'avant. Alors, c'est un livre absolument merveilleux qui me décrit en fond et comble. Est-ce que je suis un alcoolique qui a commencé à boire très jeune? Non. J'aurais été probablement voté le moins apte à devenir alcoolique jeune homme, parce que j'avais 2 parents alcooliques, mon papa, qui c'est lui qui m'a emmené dans mon premier meeting le 2 décembre 85, et ma maman qui est décédée alcoolique sous contrôle en 2005. Donc j'étais très près. Pourquoi je dis le moins apte? J'ai toujours su que j'étais différent. J'ai une de mes anciennes copines qui me dit, Guy, t'as toujours été un plus-plus. C'est quoi ça, un plus-plus? Ben, c'est Guy. Toujours au fond, Léon. Bien nanti dans essayer d'impressionner le monde. Bien... Mon père me disait, Guy, there's only room for number 1. Dans le temps. Il y a seulement de la place pour numéro 1. Et puis, j'ai essayé de lui prouver toute ma Moses de vie que j'étais numéro 1. Mon exutoire là-dedans, c'est les sports. Et puis, j'ai réussi dans les sports.
Et j'étais passionné. Il y a personne qui s'entraînait plus fort que moi. J'étais peut-être pas le meilleur, mais je savais qu'au début d'une course, une compétition, il y avait personne qui avait travaillé aussi fort que moi. Ça qui me donnait confiance et des fois d'excellents résultats. Alors, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait du ski de compétition, j'ai fait du canot, la compétition de canot. Et plus tard, dans la trentaine, je me suis mis au vélo. Alors, donc, avec entre les études et puis le sport, j'étais trop occupé pour être alcoolique. Puis voyant mes parents boire, j'ai vu qu'est-ce que ça donnait et j'ai dit pas moi, parce qu'ils perdent le contrôle puis je vais pas boire. Et j'ai pas vraiment bu tant que ça au début, parce que surtout qu'est-ce que j'ai vu mon père agir, il était violent quand il buvait. Alors, d'ailleurs, j'ai pas parlé pendant 8 années suite à sa façon d'agir quand il buvait. Alors, je voulais pas être un de ceux-là qui buvaient comme ça, qui perdait le contrôle. Bon. Il me reste combien de minutes? Je dois regarder Lynn, puis sourire, parce qu'il paraît que mes sourires paraissent quand je parle. Bon, alors voilà, j'écoute. C'est nouveau ça pour moi d'écouter, entre autres. Je suis pas du apte à écouter, je suis plutôt apte à foncer. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai bu. J'étais jamais vraiment un drogué, j'ai jamais été un fumeur de pot ou ces affaires-là. J'ai fumé du pot une couple de fois quand j'étais plus jeune pour aller voir des concerts en prenant une bière avec des amis, mais c'était jamais hors contrôle. C'était pas ça. Alors j'ai commencé. Ah oui, je vais parler de mes débuts là, dans l'alcoolisme. Disons, je suis aussi impliqué dans une autre fraternité. Je vais mentionner parce que c'est ma réalité. J'ai été un des premiers dans cette fraternité à Montréal qui est assez connue. Et pendant 3 ans, je suis devenu le Guy qui devait rentrer à la maison puis s'entraîner puis faire des courses à pied. Je courais des marathons dans ce temps-là. Et je faisais des courses de route dans l'âge de la trentaine. Et puis, j'ai été invité à être le témoin d'un mariage d'un de mes amis qui était dans l'industrie de la musique. Et puis, alors, les Ziggy, ça va nous prendre du stock pour le party de fin de vie de garçon. Puis, j'ai dit, mais je sais pas, j'ai jamais acheté ça. Alors, il dit, inquiète-toi pas. Puis, lui, étant dans l'industrie de la musique, il avait des bons contacts. Le gars, il est venu chez nous. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé mon maillon faible le premier. Mon arrogance. Il dit, Guy, t'es un gars cool, tu vas là, t'es un ami d'un tel, voici, fais ça. Et là, je suis allé au mariage, puis il y a eu c'était un très beau mariage, et j'ai rencontré un des beaux-frères, qui lui était barman sur la rue Crescent. Il dit, Guy, il faudra que tu viennes me voir. T'es un bon gars, t'es cool, etc. On me dit que je suis bon gars, je suis cool, je suis là. Alors, je me suis présenté dans ce bar sur la rue Crescent. Et puis, je rencontre, puis il m'amène en arrière où il y avait la bière, etc. Il me rend en arrière du bar, puis le party a commencé là. Alors, je suis devenu, du jour au lendemain, le gars, plus qui s'entraînait, mais le gars qui allait sur la rue Crescent. Puis tout qu'est-ce qui vient avec. À côté de la rue Crescent, il y a la rue Stanley. Sur la rue Stanley, il y a des bars de danseuses. Alors là, je me suis retrouvé dans des bars de danseuses au lieu de rentrer à la maison, rencontrer ma femme. J'étais marié à ce moment-là. Et ma vie a changé. Ma vie a changé. En 3 ans, je suis allé de 0 km/h à 100 km/h où j'ai dû demander de l'aide à mon père. En 3 années. J'ai complètement perdu le contrôle, les grands marniers, les shots, la tequila et les autres substances. Et aussi, de moins que rigoureuse honnêteté dans ma vie sentimentale.
Alors, ça n'a pas été facile pour ma femme, Christiane. Et juste à ce moment-là, mon fils était né. Alors, il a pas vraiment subi les affres de ma dépendance et mon alcoolisme. Il était trop jeune, mais c'était pas facile pour ma femme. Jusqu'à temps où j'ai demandé de l'aide à mon père. Parce que lui, je l'avais retrouvé, parce qu'en 1971, il est devenu sobre. Papa était un des cofondateurs de la Maison Jean-Lapointe, avec Guy Ouimet, ces gens-là. Et j'ai connu tout ce beau monde-là. J'ai fait des meetings avec eux le dimanche soir, le dimanche midi. Et puis, j'ai vécu les débuts dans les A. La seule affaire, c'est que je trouvais le monde plate dans les A. Tu sais, à Noël, les gens se disaient, je suis pas capable de vivre un Noël sans boire, puis ils se mettaient à brailler, puis je dis, moi, voyons donc, tu sais, Noël, c'est le fun, etc. Alors, j'ai arrêté de fréquenter les A pendant à peu près 6 mois. Mais j'avais le goût d'aller sur le party. Alors, j'ai dit à ma femme, parce que je travaillais fort, puis elle travaillait pour moi, d'ailleurs, et j'ai dit, sais-tu quoi, Christiane, pourquoi tu vas pas en Suisse voir ta maman, ton papa avec le bébé? Et c'est vrai. Et ce qu'elle fit. Et à ce moment-là, j'ai eu une route de 3 semaines, ces vacances d'été, sans avoir la police à la maison. Et je vous laisse là-dessus. Merci Guy, on va s'en aller à une pause publicitaire, puis on va revenir tout de suite après. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du gros livre, que Guy nous a choisi. Chapitre 5 du gros livre, notre méthode. Rarement avons-nous vu faillir à la tâche celui qui s'est engagé à fond dans la même voie que nous. Ceux qui ne se rétablissent pas sont des gens qui ne peuvent ou ne veulent pas se soumettre complètement à ce simple programme. Ce sont d'habitude des hommes et des femmes qui sont naturellement incapables d'être honnêtes envers eux-mêmes. Il y en a de ces malheureux. Ce n'est pas leur faute, ils semblent être nés ainsi. Leur nature ne leur permet pas de comprendre et de mettre en pratique une façon de vivre qui exige une rigoureuse honnêteté. Leur chance de réussir se situe au-dessous de la moyenne. Il y a aussi ceux qui souffrent de graves désordres émotifs et mentaux, mais plusieurs d'entre eux se rétablissent s'ils sont capables d'honnêteté. Bonsoir mes frères et sœurs AA. Mon nom est Guy et je suis un alcoolique. Je vais vous parler de moi un petit peu. Alors, mon père m'a amené à mon premier meeting et il m'a vraiment surpris. Parce que moi, je suis interventionniste, dirigiste et contrôlant. Alors, je m'imagine si mes enfants avaient un problème d'accoutumance ou d'alcool, j'aurais tendance à vouloir les aider avec mon programme, etc. Il a jamais dit un mot. Puis je travaillais avec. Il m'a dit une chose. C'est pas there's only room for number one. Il a dit je pensais qu'il n'était jamais pour me demander. Alors voilà. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi là,
Il y a toujours des exceptions à la règle. Des oui mais, des non mais, puis des termes absolus. Il y a toujours un à côté. Pourtant, quand on lit là, ce Moses de paragraphe-là, il y a des absolus en termes. Rarement. C'est pas un absolu, mais ça ne se dit pas souvent. Hein? Qui s'est engagé comment? À fond. OK? Ça, c'est un absolu. Qui ne veulent pas se soumettre comment? Complètement. À fond, complètement. Par ce simple programme. Les femmes qui sont naturellement incapables d'être honnêtes envers eux-mêmes. Il y a de ces malheureux. C'est pas de leur faute. Ils sont ainsi, leur nature ne leur permet pas de comprendre et de mettre en pratique une façon de vivre qui exige quoi? Une rigoureuse honnêteté. Pas à peu près ou... Alors, je vais vous raconter mon histoire à partir de ça. J'ai eu nombreuses années d'abstinence et même un début de sobriété après avoir passé une première année à pas dire la vérité. J'ai même pris un gâteau de crosseur ma première année. Gâteau de crosseur, pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est un gâteau d'un gars qui a pas dit la vérité, qui est allé consommer quand sa femme allait travailler en dehors de la ville, puis ça paraissait pas. Alors ça, c'est un gâteau de crosseur. Alors, je n'étais pas rigoureusement honnête. J'y allais pas à fond, etc. Puis finalement, par exemple, j'avais un parrain en ce temps-là qui m'a dit, Guy, si jamais tu dérapes, serais-tu d'accord avec moi d'aller en thérapie? Ben oui, ouais, c'est sûr. Alors j'ai eu ma rechute officielle, parce que je voulais me faire attraper. Et je suis allé en thérapie aux États-Unis. Et là-dessus, mais là, j'ai eu mes nombreuses années d'abstinence. Jusqu'en 2003. Ou 2002, 2003, quand j'ai finalement rechuté. Et là, je me suis mis à fond à travailler dans cette autre fraternité et faire du AA avec mon papa. Pourquoi du AA? Parce que j'ai un problème d'alcool puis je veux pas boire. Parce que quand je bois un verre, ça m'amène immédiatement à mes autres patentes, puis je perds le contrôle complètement. Alors, c'est ça qui est ça. Mais, rigoureuse honnêteté. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis capable de mentir par omission. Je vais pas te raconter un mensonge en face. Je vais te regarder dans les yeux et te dire la vérité. Mais je vais oublier de dire qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Puis comment je me sauve de ça, c'est en temps comique, puis en faisant des farces. Alors là, j'avais un parrain, Charles Maisonneuve, je faisais des meetings, des intensifs avec, puis j'ai fait le meeting Kidam, qui est un grand meeting dans l'Est avec 200 hommes alcooliques, et ça faisait partie de ma gang, puis les Yeux du Cœur aussi. On faisait des meetings, on allait à la maison Saint-Hippolyte à Saint-Jérôme, la maison des Jésuites. Puis on faisait deux meetings intensifs par année. Alors, j'ai recommencé quand j'étais en affaires avec mon partner. Ça allait pas avec lui sur les mêmes valeurs. Puis un gars comme moi, du stress à court terme, j'aime ça, je suis en affaires. Mais du stress à long terme, je vais pas de là. Et faut que je me trouve un échappatoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, mon Dieu, je me suis retrouvé dans les mêmes endroits que je fréquentais. Je me suis retrouvé dans les mêmes endroits que je fréquentais avant d'arriver dans les arts. Sauf que je le disais pas à mon parrain, parce que je le faisais rire. Puis il me posait pas les questions cochonnes. Comment tu vas? Tu sais? Alors, si j'y avais dit, ben, tu sais quoi, Charles? J'ai recommencé à retourner, tu sais, dans cet endroit-là. Mais l'affaire, c'est différent cette fois-ci. Je bois du Perrier.
et je suis devenu Monsieur Perrier. Pendant 2 ans et demi, j'ai été Monsieur Perrier. Alors, je mentais à mon épouse. Je mentais à mon épouse parce que je lui disais pas. Je mentais à mon parrain parce que je lui disais pas. Pourquoi? Parce que si je lui avais dit, moi, je dis, mais voyons donc, Guy, basé qu'est-ce que je sais, toi, puis tout le travail qu'on a fait ensemble, tu vas jeter, là. Alors, je pouvais être dans le déni des conséquences parce que moi-même, je croyais à ma propre bullshit. Excusez-moi les jurons, là, mais je la croyais. Parce que je buvais du Perrier, puis il n'y avait pas de conséquences. Il y en avait des conséquences. J'avais rencontré une femme dans ce bar-là, et elle me faisait penser à ma mère, parce qu'elle était gémeaux comme elle était belle, puis elle aimait le party. Alors, ce qui est arrivé, j'ai pris un premier verre et demi. Après une pratique, durant une pratique du patinage à vitesse de ma fille. Et puis, j'ai bu une bière. J'ai commandé une bière, puis ils m'ont dit, non, c'est un 2 pour 1, c'est 5 à 7. Ah, alors j'ai bu une bière et demie, là, j'ai dit, mon Dieu, je viens de boire. Ma fille va sentir l'alcool, elle n'a jamais senti ça sur mon haleine. Et puis, j'ai dit, merde. J'ai pris des tic-tac, j'ai arrêté de boire, j'ai bu de l'eau. J'ai été la chercher à la fin de la pratique. C'est la première fois que je faisais ça. Je l'ai ramenée chez elle. Et puis, on a soupé ensemble, je l'ai mise au lit. Mais la seule chose que je pensais, j'ai dit, mais tant qu'à aller chercher un jeton du renouveau, je vais en prendre un bon. Et puis, je suis allé à un endroit en une demi-heure, j'ai trouvé de quoi je cherchais. Et ce fut le début d'une des bandanes de 7 ans. 7 ans. Mais avant d'arriver là, j'ai oublié une petite affaire aussi, je parlais du mouvement, etc. On parle d'aller à fond. Alors moi, je suis un bon parrain. Quand j'étais dans le mouvement, je commençais pour... C'était une fraternité qui était jeune. Alors, on était tous pas mal pareils. Celui qui avait plus de temps avait 2 ans, puis celui qui en avait moins en avait 0. Mais on a tous grandi ensemble, puis on avait à grandir au niveau d'expérience, de la foi, notre espoir, etc. C'est une fraternité qui fonctionne encore très bien. Puis il y a des gens qui ont 40 ans d'abstinence maintenant. Mais dans ce temps-là, on était tous des nouveaux. Alors là, j'étais parrain, moi. Puis d'ailleurs, je viens de sous-louer mon appartement, parce que j'ai déménagé à Ottawa dernièrement. Je viens de sous-louer mon appartement à mes anciens filleuls qui demeurent aux Bermudes. Puis, j'étais bon pour faire la première, admettre, accepter, puis ma vie, j'avais perdu la maîtrise, oui. 2e, 3e, pour moi, j'ai jamais eu de problème avec ce concept-là d'une puissance supérieure qui pouvait me rendre la raison. 4 et 5, mais il faut la faire. Puis il faut partager ça, il faut avoir du courage. 2e stanza dans la prière de la sérénité, courage de changer. Sauf que j'arrêtais là. Pas de 6 et 7. Il dit, c'est vrai, quand j'ai rechuté finalement, il dit, on n'a jamais fait de 6 et 7. Bon, alors, c'est le à côté que je voulais dire. Alors, j'étais pas à fond. J'étais dans la course à pied, j'étais un coureur de demi-fond. Je courais 800 mètres puis 1500 mètres. Ben là, j'étais un coureur de demi-fond dans les A aussi. J'ai arrêté à 5 puis je sautais à 12. Alors, je faisais un peu de 10. Mais pas de 6 et 7. Maillon faible là, dans mon armure de sobriété, c'est de pas regarder mes défauts de caractère. Alors, donc je rechute. Mais je me suis dit, rechuter, je trouve aussi bien que c'était l'expérience la plus effroyable que j'ai jamais vécue de ma vie. Merci Guy, on va s'arrêter pour une pause publicitaire, on va revenir tout de suite après. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar.
Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivée de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Alors, on va revenir à ton message. Guy, je te laisse la parole. Merci. Alors, je disais justement que c'était la situation la plus épeurante que j'ai jamais vécue dans ma vie. Parce que, arrogant comme j'étais, et dans le déni comme j'étais, j'ai cru pertinemment que une fois que je commencerais, je pourrais arrêter. Alors, mais ça s'est pas passé de même. Il parle d'une allergie dans le gros livre, puis qu'une fois, c'est quelque chose que moi j'ai, l'allergie. Quand je prends un verre, on sait pas où ça va amener. Puis une fois que je me mets à consommer de l'alcool ou les drogues, all bets are off. Et c'est ça qui s'est passé dans mon cas. Alors, j'ai fait pas mal d'argent. Et parce que je m'entendais pas avec mon partner, c'est pour ça que j'étais retourné dans les bars de danseuses. Mais je faisais beaucoup d'argent. Et j'ai amassé une fortune personnelle considérable. Et puis quand je me suis mis à boire et à consommer, avec ma dulcinée d'ailleurs, premièrement, ça m'a coûté un mariage. J'ai fait beaucoup de mal à mon ex, que j'aime beaucoup encore. Mais j'ai fait mal. En mentant. Et en la trompant. Résultat de ma dépendance. Et des choix que j'ai faits. D'être avec quelqu'un d'autre. Dans la consommation. On a consommé pendant la première année comme des fous. On a bu comme des fous, on a consommé comme des fous. Et puis, je me souviendrai toujours d'une situation très gênante. Mon fils me venait visiter au condo où je demeurais. Et puis, j'avais un party qui était là. Les gens à moitié vêtus. Film porno sur la TV. Le party du gars qui a tout. Il est rentré. Il a regardé de gauche à droite. Il m'a regardé. Il s'est reviré le bord puis il est parti. Tu consommes encore mieux après ça. Et finalement, j'ai appelé la maison Jean Lapointe. J'ai appelé Rodrigue Paris, qui était le directeur général à ce moment-là. J'ai dit, Rodrigue, j'ai besoin d'un lit. Vous dire, j'étais sur le conseil d'administration de la maison Jean Lapointe, en succession à mon père. Parce que, à cause de mes relations d'affaires, du fait que j'étais alcoolique, j'étais un bon membre pour être membre du conseil d'admin. J'ai dit, je pense que j'ai besoin d'un lit. Alors, il a dit, ah oui, ok. Alors là, je suis allé à la maison Jean Lapointe. J'ai rencontré un gars qui est devenu mon chum à ce moment-là, Nat Sereno. Ses parents étaient propriétaires d'un restaurant juste à côté de la maison Jean Lapointe. Bien connu, un restaurant italien. Il dit, Guy, toi la suite présidentielle. J'avais le coin sur la commune, puis l'autre, dans ce temps-là, maintenant, ils divisaient ça en 2 chambres.
Mais j'avais la belle... Tu sais, j'étais sur le conseil. Puis là, j'ai fait mes 30 jours à la Maison Jean Lapointe. J'ai eu un super bon intervenant qui s'appelait Yvon, qui m'a parlé de... Puis là, je faisais mes tableaux de bord, puis j'écrivais ma 10e, puis je suis embarqué dedans. Sauf qu'il y avait un petit problème. Ma copine était pour venir après moi, parce qu'on ne va pas être tous les deux dans la même affaire. Alors, elle venait au meeting en bas, puis j'ai envoyé des petites notes par ma fenêtre présidentielle. Ah, ça fait pas un très, très bon. Une bonne thérapie. Et elle est allée là, j'ai fait de la commission pour elle, Jean Coutu, pour lui amener ses patentes pendant qu'elle était là. Et ça n'a pas duré notre sobriété. Ça n'a pas duré du tout. Alors, la deuxième fois, c'est encore à peu près 1 an plus tard. Mais là t'es gêné, parce que ça n'a pas marché. Puis là, ils m'ont dit, Guy, si tu continues de même, tu t'en vas direct à l'itinérance. C'est ça que j'avais de l'air. Et puis là, ils savaient que j'étais en relation avec ma copine. Et ils m'ont dit, tu sais, Guy, un des intervenants, mon intervenant postcure m'a dit, tu sais, 2 chats avec des pattes brisées, ça fait pas des enfants forts. Puis là, dans ma tête, le oui m'est rentré. Il dit, c'est pour qui il se prend, lui? Elle est dans les elle fait du mieux qu'elle peut. Elle prend des cours sur la colère, puis parce qu'elle avait eu des problèmes elle a eu ses problèmes. Et puis, elle fait du mieux qu'elle peut, puis elle m'aime, puis moi je l'aime, puis etc. Encore une fois, ça a donné, qu'est-ce que ça a donné 3 mois plus tard? On chicanait, puis j'allais reconsommer. Le même pattern. Je retourne, mais là, je peux plus retourner à Maison Jean Lapointe. Ils m'ont déjà eu 2 fois, puis ils m'ont dit, je m'en vais à l'itinérance, puis il me reste moins de cash. Alors là, je suis allé à un autre endroit qui s'appelle la Maison d'Alcôve. Une bonne place à Saint-Hyacinthe. Maison d'Alcôve. Là, je vois Michel. Puis Michel, il avait été un des membres fondateurs avec moi du côté français dans mon autre fraternité. Puis il me dit la mauvaise affaire, Michel. Il dit, Guy, avec toutes les connaissances que tu as, puis tout ton vécu, t'as la chance, toi. Je dis, quelle chance, Michel? Il dit, de Montréal pour aller à Québec, t'as une ville au milieu qui s'appelle Drummondville. Toi, tu pars de Drummondville. Tu commences pas de Montréal. J'aurais dû aller à Halifax pour me rendre à Vancouver, Caroline. Faut pas que tu dises à Guy qu'il a l'affaire, etc. Ça a donné les enfants forts que ça a donné. Quand il m'a revu pour la 2e thérapie à la Maison d'Alcôve, j'étais tellement maigre et tellement aigri qu'il m'a amené direct au jubé en tenant la main et en priant avec moi. Je me suis pas vu la face à ce moment-là, mais je sais que j'avais des pantalons de 28, puis là, ils sont 33, 34. Je pesais 139 livres. Avec des longs cheveux. Avec une couette. Ouais. Mais encore dans les oui mais. Un oui mais. Personne n'entend mon discours intérieur. Personne n'entend. Puis, quand le discours intérieur, si je le disais, les gens me confronteraient avec mon discours intérieur. Encore une fois, un manque d'honnêteté. Alors là, j'ai switché du français à l'anglais. Je suis allé à la Maison Griffith Edwards, l'hôpital général de Montréal. Mais là, l'affaire, c'est que tu as le droit de consommer 1 fois ou 2. Puis c'est pas dans les AA, mais c'est une méthode cognitive avec des thérapeutes puis avec des psychiatres. Il aide le monde, là. Mais moi, je rechutais. Alors là, ils disaient, ben écoute, on peut pas vous garder, on vous conseille d'aller à Beaver, à Saint-Philippe, devant le cimetière. Alors, je suis allé à Beaver. Mais là, j'ai rechuté. Là, j'ai retourné encore une fois à Griffith Edwards. J'ai toffé à peu près 1 an, là. Relativement sobre. Mais j'ai rechuté encore. Parce que j'étais toujours en relation avec ma dulcinée, qui m'appelait M. Perrier. Et je
Je suis retourné à Beaver. Là, il y avait un gars qui s'appelait Michel. Tout le monde connaît Michel qui ont été à Beaver. Tu sais, Foster Pavilion. Alors, tu passes ta première semaine en genre de détox. La deuxième semaine, tu as le droit d'aller avec le monde en bas en salle. Alors là, c'était ma première journée avec la gang. Puis, il y avait un sujet quelconque. Et Michel, il dit, Guy, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Alors, fort de mes connaissances, j'aurais pu donner la thérapie. Je commence à expandre sur ma théorie sur la question, etc. Il me laisse finir ma phrase, puis il me dit, Guy, quoi, Michel? Il dit, sais-tu quoi? Je pense pas que j'ai déjà rencontré un gars plus plein de marde que toi. J'ai pas aimé Michel. J'ai pas aimé Michel. Il m'a fait peur un peu, là, j'osais pas dire un mot. 3 jours plus tard, t'avais la même. Hein? Alors là, il fait le tour de table, je suis le dernier. Je dis, il va-tu me poser la question? Il dit, Guy, c'est quoi ton feeling? Là, je suis un peu plus discret, un peu moins gêné, un peu plus gêné, parce que je sais qu'est-ce qui pourrait m'arriver. Je dis, j'ai pas fini de c'est quoi, Guy? C'est quoi, Michel? Je pars à la retraite cet automne. Ça fait 25 ans que je suis ici. J'ai jamais rencontré un gars autant plein de marde que toi. Il avait raison. Il avait raison. Puis, j'étais plein de marde. Alors, c'est bien beau. Dans le livre, ça dit « Self-knowledge availed me nothing. We stood at a turning point. » Mes connaissances ne servent à rien. C'est bien beau de savoir, puis de comprendre, puis de lire le gros livre par cœur, puis faire des thérapies. Mais si t'es dans les oui mais, puis le non mais, puis je suis différent, puis etc., ça va pas marcher. Alors, ça a pas marché. Merci beaucoup. On va s'arrêter pour une nouvelle pause publicitaire et on revient tout de suite après. Merci. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez par exemple le numéro de ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas, il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors, on va terminer avec le dernier segment. Guy, je t'écoute attentivement. Merci. Alors, j'ai quand même rechuté après ma dernière thérapie, après 15 mois et 30 jours de sobriété. Pourquoi j'ai rechuté? Parce que j'avais pas compris. J'ai été déclenché en retrouvant ma copine qui avait une couple d'années de sobriété, maison dans la Pointe, on s'est revus, on a repris. Et le long de l'histoire, c'est qu'elle et moi, on s'aime, mais on peut pas être ensemble. À cause de tout ce qu'on a vécu dans la consommation. Alors, voilà. Donc, ça a donné que j'ai préparé ma rechute. Je savais, j'ai rencontré quelqu'un avec qui on avait consommé dans la rue. Il m'a donné son numéro de téléphone. Et puis, j'avais un parrain à ce moment-là. Et j'ai été le voir à la maison Jean-Lapointe, à midi. On a lunché ensemble sur la rue McGill. Je pense au Van Hout. C'est à côté de Jean-Lapointe, sur une table. Puis j'ai dit, hey, je vais avoir 16 mois. T'as pas 16 mois, Guy. T'as 15 mois et 30 jours. C'est demain, la fête. Mon Dieu, quelle entrée que j'avais pour lui dire encore une fois, j'ai le goût de consommer. Puis j'ai pris un numéro de téléphone. En plus de ça, j'avais un job à mon groupe où j'étais impliqué à ce moment-là, le vendredi soir. Je devais faire la salle puis le café.
Et j'ai été rencontrer quelqu'un pour leur dire que je pouvais pas. J'avais un empêchement. Pourrais-tu faire ça pour moi? Je suis même allé au meeting. Au lieu de dire, j'ai besoin d'aide. Et je suis allé reconsommer. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est que, après 7 ans, puis un divorce, les millions que tu avais dans ton compte en banque sont évaporés. Les 2 maisons que tu avais, libres de toute hypothèque, sont évaporées. Et j'ai vendu ma dernière maison, ma maison de campagne à Suclé-Sud, et avec l'argent qui me restait, j'ai finalement retombé 3 semaines après avoir eu le cash. Dans ce temps-là, mais tu peux contrôler quand même. Je disais, OK, le dernier 100 000, là, faut que j'arrête. Puis le dernier 100 000 devient 75 000. Puis le dernier 75 000 devient 50 000. Je dis, ben quand même. Là, ça, c'est 25 000 qui restent. Ça va vite quand tu es habitué à consommer comme moi. Puis après ça, c'est 5 000. C'est une couple de mois pour payer le loyer. Où est-ce que je reste? Alors, la dernière fois que j'ai consommé, j'ai eu la présence d'esprit de laisser 30 $ chez moi. Et j'ai dû marcher d'où j'étais dans l'est de la ville, où je consommais, jusqu'à la rue de la Montagne, 3 kilomètres. Arrivé chez moi, j'ai vu le 30$. J'ai été me chercher un demi-poulet, voici, un berlingot de pamplemousse rose, puis une grosse barre de chocolat. J'ai mangé le poulet, j'ai mangé toute la palette, puis j'ai bu les 3 quarts du berlingot, j'étais déshydraté, parce que qu'est-ce que je faisais? Ça, c'était un dimanche. Le lundi suivant, je me suis réveillé. J'ai dit, wow, je fais quoi? J'ai plus de cash. Je viens de prendre mon dernier 30$. Mais je me souvenais d'un meeting qui était mon groupe d'appartenance dans l'autre fraternité, qui était lundi soir. Je suis allé là, le lundi soir. Puis il y a quelqu'un qui m'a donné son numéro de téléphone tout de suite. Bravo, Guy. Tiens, je suis là pour toi. Son nom, c'est Abba. Je vais lui dire merci, Abba. Alors là, j'ai été prendre mon jeton du nouveau. Mais j'avais pas le goût d'être là. J'avais pas eu le désir d'arrêter. J'ai arrêté parce que je savais pas quoi faire, puis il me restait plus de cash. J'avais pas l'intention. Alors là, à la fin du meeting, je prends la poudre d'escampette pour m'en aller chez moi. Elle va dire, non, écoute, c'est le business meeting. Le 31 janvier. C'est la fin du mois, puis c'est un lundi. C'est le business meeting. Mais, savez-vous quoi? La gang, il y a pas il y a juste une job que tu peux faire, là, quand tu reviens. Tu peux pas faire le café, parce que c'est bien trop important dans les AA, tu sais. Et l'autre fraternité, c'est une job importante, pas de café. Si jamais je retourne puis je rechute, mais tu peux au moins placer la salle. Et on m'a donné le job de placer la salle. Ça m'a pris 3 semaines. 3 semaines de me sentir comme quelqu'un, m'en va part. Puis pas vouloir consommer tous les jours. Puis le 3e lundi, j'allume les lumières, je place la salle, je mets les affiches, je prépare la table de littérature, je m'assure que tout est correct, puis le monde rentre. La plus belle job dans les AA, c'est préparer la salle. Parce que tu es le premier à tourner les lumières, puis tu dis à tout le monde qui rentre. Et ça m'a pris ces 3 semaines-là. Ah, c'est ça qui m'a sauvé. Pas que je voulais arrêter ou j'avais un désir d'arrêter. Non. C'était que j'ai pris une job par la grâce de Dieu, parce que le gars, il est venu me chercher, pas parce que je voulais y rester. Toutes les coïncidences. Et voilà, le début de ma nouvelle sobriété. Plus de cash, plus rien. Alors, là, j'étais mal pris, fallait que je paye mon loyer, fallait que je mange. Alors, on est passé de manger des homards et des crevettes à aller à des banques alimentaires. C'est pas le fun d'aller à une banque alimentaire. La première fois, je savais pas comment je faisais. Ils m'ont viré chez nous parce que ça me prenait des papiers que j'avais pas. J'avais pas l'argent pour l'autobus. Il a fallu que je marche la mission Bon Accueil, ou pas la mission de Bon Accueil, le Welcome Home Mission, jusqu'à mon appartement sur la rue de la Montagne, puis je reviens à pied. J'avais pas d'argent pour prendre l'autobus. Puis là, j'avais le goût de broyer. C'est épouvantable. J'ai un de mes chums qui m'a... Puis là, finalement, tu pars avec tes sacs de lait, puis de légumes, passer date, puis un peu de viande, puis j'étais content d'avoir de la bouffe à manger. Mais là, j'avais plus l'argent pour payer mon loyer. Il a fallu que je laisse toutes mes affaires. Et je passais, tu sais, de 2 maisons à un appartement de 454 pieds carrés. Mais ce que j'ai dû faire, c'est appeler un de mes anciens partners dans l'immobilier. J'ai dit, Gerald, I need a job. I'm ready to do anything. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Je suis prêt à passer la balai dans le garage. J'avais été un des actionnaires. Il dit, tu commences lundi.
Et pendant 77 semaines, j'étais pas le concierge. Ça, c'était mon boss. J'étais le nettoyeur. J'étais nettoyeur pendant 77 semaines. Les conséquences. Alors moi, là, aujourd'hui, quand j'ai un filleul qui a des conséquences désastreuses, moi, c'est ce que je le comprends. Puis la peine, puis la perte de prestige. Mais c'est drôle, hein? La perte de prestige, c'est exactement ce que j'avais besoin. Parce que j'avais eu l'arrogance de croire que je pouvais prendre un verre, m'en sauver. Parce que j'ai des millions. Alors, c'est ça mon histoire des Alors, la seule raison pour laquelle je suis en vie, avec les montants que j'ai consommés, là, je devrais pas l'être. Je devrais pas l'être. Pour, tu sais, beaucoup de sous, là. Tant que je voulais. Avec qui je voulais. C'est la folie. Mais je suis un athlète. Le bon Dieu m'a donné un bon cardiovasculaire, un bon cœur. C'est pour ça que je suis pas mort. Mais c'est pour ça que je suis pas mort. J'aurais pu mourir. Imaginez-vous aujourd'hui ceux qui doivent prendre la drogue de la fentanyl. Je serais mort, c'est sûr. C'est sûr. Avec les quantités que j'ai consommées, I'd be dead. Alors, il y a une raison pour laquelle. C'est pour aider les autres. Et c'est devenu la mission de ma vie. D'aider les autres. C'est pour ça que je vous parle ce soir. C'est-tu drôle, hein? Mais j'ai des filleuls qui sont des pareils comme moi. J'ai pas des filleuls avec des 30 ans d'abstinence ou 40 ans d'abstinence de sobriété. J'ai des gens qui ont vécu ça à la dure, puis souvent qui ont eu nombreuses années de rechute. Semble attirer ce genre de monde. Mais je suis le bon gars pour eux. Je vais vous parler de ma journée ce matin. J'ai un filleul qui a quasiment 5 mois de sobriété. J'étais à la cour du palais de justice 5e, criminel en haut, aujourd'hui. Puis il devait dealer avec quelque chose de criminel. Il y avait une avocate, il y avait la couronne. Et j'étais là pour lui. Mais il a peur, il est énervé, il est anxieux. Je disais, ça va tout bien se passer. Sans aucune preuve que ça allait bien se passer, parce que il y avait la plaignante a fait un impact statement, puis c'était pas beau à entendre. Mais ça m'a fait penser à mon père. Puis je lui avais dit pourtant, crée-moi, ça va bien aller. Puis d'une manière ou d'une autre, t'as des conséquences. Ah, t'as pas le contrôle. Il a passé la soirée hier soir à passer à travers l'Internet de qu'est-ce qui pourrait se passer légalement avec lui. Puis il m'a montré une photo qu'il y avait un gars avec des menottes. J'ai dit, t'es fou, mais t'es pareil comme moi. Tu t'inquiètes. Des choses que tu peux pas contrôler, et je fais un contrôlant. Alors je suis là pour lui. Ça s'est bien passé, finalement. Il va passer un bon Noël avec sa maman qui commence à souffrir d'Alzheimer. Il va pas aller en prison. En tout cas, pas tout de suite, on va voir le 10 janvier. Puis, je suis là pour lui. J'ai un autre filleul qui a des graves problèmes émotifs et mentaux. C'est drôle, mais il a 31 mois de sobriété aujourd'hui, parce qu'il fait du meeting. J'en ai un autre qui est espagnol. Pas de l'autre, il m'appelle. Je suis là pour lui, j'ai pris des photos de la littérature en espagnol, je lui ai envoyé en attendant de vous parler ce soir. Puis j'en ai un autre ami que depuis 35 ans, on est des amis, et on se coparraine l'un et l'autre. J'ai parlé ce soir, un de mes bons amis, qui est bien impliqué dans le mouvement, lui aussi. Je parraine les gens avec un peu de temps, j'en parraine avec moins de temps, mais qui veulent s'en sortir. Et par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a rendu la raison, qui m'a rendu un petit peu moins arrogant. J'ai les mêmes défauts que j'avais quand je suis rentré dans le mouvement. Je les catch juste un peu plus vite aujourd'hui, en faisant ma 10e, puis en demandant pardon un peu plus vite, puis en étant beaucoup plus honnête, et parlant de ma vérité, et non de la vérité différée, la vérité c'est quoi le bon terme, j'ai un blanc de mémoire. By the way, je vais avoir 71 ans, alors j'ai le droit d'avoir mes blancs de mémoire. Le 23 décembre. Et je vous laisse tous, puis je vous souhaite ce que vous méritez pleinement dans le monde. S'il y a quelqu'un qui résonne à travers mon histoire aujourd'hui, je vais laisser mon nom, mon numéro de téléphone aux gens. Puis si vous voulez me parler, je suis là pour vous aider, parce qu'en le faisant, je m'aide. Bonsoir, merci à tous. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, invités, auditeurs, équipe de son, Patrick et François, collaborateurs, radiodiffuseurs et notre partageur Guy. Merci beaucoup pour ton message. De rien, c'est inspirant. Je vous souhaite une excellente semaine
À très bientôt.